Hello à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de LTA. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode dans lequel je ne suis pas seule, encore une fois. Aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter sur le podcast Johanna du compte Instagram WM Harmonie. Vous retrouverez bien sûr tous ces liens en description d'épisode. J'ai décidé d'inviter Johanna pour discuter ensemble de la fameuse question des aspects et des placements entre guillemets dits négatifs en astrologie. Et puis surtout, on a essayé de trouver ensemble un petit peu une manière différente de les voir, voire positive. Donc voilà, on espère que cet épisode vous plaira. À partir de maintenant, vous pouvez normalement, si vous avez fait la mise à jour, vous pouvez commenter l'épisode sur Spotify. Voilà, et puis également sur YouTube comme d'habitude. Et puis si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à venir me donner votre avis sur l'épisode sur Instagram. Voilà. Ah oui, et je vous préviens également que j'ai eu encore un petit problème technique de mon côté sur mon micro, mais normalement au bout de 5 minutes d'épisode, ça devient normal, ça devient agréable à nouveau, donc ne vous en faites pas. Voilà, c'était juste pour vous prévenir. Bonne écoute et à très vite. Johanna, ravie de de t'inviter pour la première fois sur le podcast. Comment vas-tu ? Moi, ça va super bien. C'est toujours un plaisir de parler d'astrologie de toute façon et de rencontrer d'autres astrologues aussi. C'est aussi ça qui est enrichissant dans ce milieu-là. Donc, je suis super contente de faire ce podcast. Bon, top. Alors Johanna, on te connaît un petit peu sur les réseaux sociaux, tu as un compte Instagram. Mais est-ce que tu peux un petit peu te présenter en détail en tant qu'astrologue, un petit peu quel type de contenu tu fais, ou même si tu as des spécialités en astrologie ? Alors en fait, moi, l'astrologie, c'est vraiment quelque chose qui m'a passionnée depuis toute petite. Je pense que toutes les astrologues, elles ont un petit peu ce côté dès qu'elles sont petites, elles sont intéressées par ça. Et puis c'est vrai que j'ai pas du tout été poussée vers cette voie-là. Moi-même, je savais même pas que le métier d'astrologue, c'était possible à ce moment-là. Donc je me suis complètement détournée de ça. Et puis c'est lors d'un voyage que finalement tout ça est revenu, qu'il y a eu un petit peu cet éveil spirituel, comme on l'appelle, où je me suis intéressée au développement personnel, où je suis tombée sur de très bons mentors tout au long de ce chemin-là. Et du coup, ça fait environ 5 ans que j'apprends vraiment l'astrologie. Et ça fait peut-être 2 ans que je me suis lancée en tant qu'astrologue professionnelle, du coup. Et moi, ce que j'aime bien partager avec l'astrologie, c'est pas juste en fait un outil de connaissance de soi où il faut se connaître, où on lit une carte et puis ok, tiens, t'as les infos et basta, débrouille-toi de ton côté. Mais c'est vraiment de trouver des outils, c'est vraiment permettre à la personne de oui se connaître, mais d'oser s'affirmer en fait, d'oser être qui elle est, parce que moi, c'est ce qui m'a un peu manqué durant mon enfance, justement, de pas avoir osé être qui je suis, d'avoir pris des chemins qui étaient pré-tracés pour moi et qui ne me correspondaient pas. Et là, avec l'astrologie, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire finalement, d'aider la personne, d'aider tout le monde d'ailleurs, même si je pouvais, à prendre vraiment la voie qui leur correspond et qui leur fait du bien, et pas à se cacher derrière des masques, derrière des codes ou de ce qu'on doit faire, le devoir, les responsabilités, la société, tout ça. Donc voilà, c'est ce que je fais. Eh ben dis donc, alors moi j'avais déjà plein de questions à te poser parce que j'avais envie de rebondir sur plein de choses déjà. Déjà, tu as parlé d'un voyage. Par curiosité, tu peux nous en dire un peu plus sur ce voyage-là ? En fait, il y a un moment dans ma vie où plus rien n'allait avec mon couple. C'était la catastrophe, c'était déséquilibré. Je trouvais pas de travail puisque moi, à la base, j'étais ingénieure en horticulture. Donc, je voulais faire de la recherche dans les plantes pour trouver des moyens naturels de soigner les personnes. Sauf que niveau financement, c'est pas ce qui rapporte de l'argent. Donc, du coup, ce n'est pas financé. Donc, je trouvais pas beaucoup de boulot dans ce domaine-là. Et plus rien n'allait. J'étais obligée de retourner vivre chez mes parents. Donc voilà, c'est la petite descente aux enfers, dépression, tout ça qui était très... Très Voilà. sympathique. Et c'est pas le moment le plus glorieux de ma vie. Et puis, finalement, j'ai une amie qui est rentrée d'un voyage complètement éblouissante. Elle, c'était en Asie. Et moi, je me suis dit, écoute, je fais pareil. J'ai tout claqué et je suis partie en Nouvelle-Zélande, du coup. Bah oui, c'est vrai. Je crois qu'on en avait parlé. Oui, oui, je suis partie en Nouvelle-Zélande pour plusieurs mois et puis en fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas m'ont juste ouvert les yeux, enfin ouvert les yeux d'ailleurs, et ça a fait tilt dans ma tête et ensuite il y a eu tellement de synchronicités qui se sont mis en place
Par exemple, pour ma première formation astro, une amie me parle de cette formation, je reçois une prime de mon ancien boulot qui correspond au prix, au montant de la formation d'astro. Je fais bon, Ouais. là, comme elle est un peu poussée dans cette voie-là, donc c'est comme ça que ça m'a permis vraiment de me retrouver en fait, parce que c'est vrai que moi de base je suis poisson et toute la partie poisson en moi avait été tellement mis de côté pendant longtemps parce que bah c'est pas ce qu'on attend forcément de nous d'être rêveur, déconnecté, de pleurer tout le temps. Mm. C'est un petit préjugé, mais c'est vrai que je pleure facilement et de devoir restreindre tout ça, en fait, de devoir se dire, bah non, les émotions, on les cache à l'intérieur, on pleure pas pour rien, on pleure pas parce que on en a envie, tout simplement, alors que c'est très sain, au contraire, de pleurer, même si on pleure tout le temps. Donc là, ça a été une reconnexion, en fait, à ce soleil poisson et enfin, j'ai pu briller, du coup, et me sentir bien dans ma vie, quoi. Ouais, c'est fou ce parcours-là. C'est vrai qu'on est beaucoup, je pense, à avoir eu ce déclic-là après un voyage de allez, c'est bon, je me lance à fond, tout ça. Et du coup, toi, t'es passé par une formation, c'est ça du coup? Oui, alors quand j'étais petite, j'avais des livres et des livres aussi d'astrologie. Mais enfin, il y a des choses qui étaient sérieuses, des choses un peu moins sérieuses, comme les petits livres, oui, comment séduire un poisson, ce genre de Ouais. choses. Je crois qu'on en a tous un dans la bibliothèque, un petit marrant comme ça. Et moi, du coup, oui, je suis passée par une première formation. Ensuite, enfin, je suis d'abord tombée sur une mentor, en fait, qui était une dame maori qui faisait de la médecine traditionnelle, du coup, et qui utilisait les énergies, les massages, les plantes. Et c'est elle qui m'a vraiment initiée de base à tout ce qui va être spiritualité, à toutes ces énergies-là. Par exemple, les énergies des 4 éléments, c'est vraiment avec elle que je me suis formée. Et ensuite, j'ai approfondi avec une formation. Et ensuite, j'ai pris des mentors aussi pour m'aider à continuer à apprendre l'astrologie. Et puis, de toute façon, je le dis et je le répète, mais l'astrologie, il n'y a pas de fin dans l'apprentissage. C'est vraiment un processus sur le long terme. Ouais. Puis en plus, il y a tout le processus d'apprentissage, euh, comment on pourrait dire, un peu scolaire comme ça, mais il y a en plus le processus d'apprentissage, mais pendant les prestations, quoi, enfin pendant les lectures avec les gens, donc forcément, il y a toujours, on apprend toujours et c'est comme ça un petit peu qu'on évolue, hein, tout simplement comme dans tous les métiers. Bon. Ouais, mais ça, je voulais rebondir un petit peu sur ça. La pratique en astrologie, c'est super important de pratiquer. C'est pour ça que bah, j'ai appris l'astrologie depuis 5 ans, mais je me suis lancée vraiment que il y a 2 ans, 2 ans et demi, j'ai commencé aussi à faire des cartes à mes voisins, mes amis, ce genre de choses. Mais pratiquer, 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 c'est super important. C'est clair et c'est vraiment, enfin, il y a que comme ça en fait finalement qu'on peut, bah, encore une fois évoluer, quoi, hein, tout simplement. Johanna, aujourd'hui, j'étais invitée sur le podcast. Alors, on avait plein de sujets différents qu'on voulait aborder, mais il y en a un qui est un petit peu ressorti du lot. Aujourd'hui, je t'ai invitée pour parler ensemble de cette fameuse grosse question slash gros mot slash gros sujet tabou, non, c'est pas vraiment tabou, des fameux aspects placements difficiles en astrologie et surtout comment les appréhender. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent, puis même quand on est astrologue, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'astrologie pour apprendre de leur côté, tout ça. Ça c'est trop cool, je pense qu'on est tous passés par là dans tous les cas. Mais forcément, l'astrologie, bah, c'est pas le monde des bisounours, et enfin en tout cas quand on étudie un thème. Et forcément, on peut tomber sur alors soit des interprétations, soit on peut s'imaginer des choses, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de cette fameuse notion, voilà, de comment aborder un peu des aspects des placements difficiles. Mais déjà, on va commencer un peu par, comment on pourrait dire, par expliquer les termes, si on peut dire ça comme ça. Toi, qu'est-ce que tu qualifies comme étant un aspect difficile dans un thème astral ou même un placement difficile? Qu'est-ce qui te vient en tête quand je te dis ça, par exemple? Bon, alors là, ça va faire un petit peu petite liste, mais Mm. je pense que c'est important d'adresser un petit peu tous les aspects qui peuvent être difficiles. Alors moi, déjà, j'aime bien dire challengeant plutôt que difficile parce que difficile, c'est un petit peu cette idée de, voilà, c'est inscrit dans le marbre, c'est inscrit sur ta carte, ce sera difficile toute ta vie. Alors que challengeant, c'est plus, bah, oui, ça va apporter un challenge, mais une fois que le challenge est surmonté, bah, ça t'apporte plein de belles choses. Donc, je préfère utiliser ce mot-là. Après, chacun utilise
le terme qu'il veut. Et c'est vrai qu'en aspect difficile, déjà, si on parle aspect difficile, la première chose qui vient en tête, c'est toutes les lignes rouges que nous allons trouver sur notre thème. Ça, j'ai eu beaucoup de clientes qui arrivent en disant, mais j'ai des lignes rouges partout, c'est la catastrophe. Non, ce n'est pas la catastrophe. J'ai moi-même plein de lignes rouges et je m'en sors très bien dans la vie. Donc voilà, on ne panique pas surtout. Du coup, ces lignes rouges, ça correspond à quoi? Il y a les aspects d'opposition. Donc du coup, ça va être 180 degrés entre deux planètes, hein, si on parle un petit peu technique. Mais en gros, sur la carte, si on a une planète d'un côté, une planète de l'autre. Les aspects de carré, donc là on est sur 90 degrés hein, qui séparent les planètes. Et ces deux-là, c'est vrai que c'est des aspects qui sont souvent des aspects de tension, en fait, à l'opposé des trigones et sextiles, qui sont eux des aspects qui vont plus faciliter et qui correspondent aux lignes bleues. Donc déjà, on a ce premier petit point-là qui peut être un petit peu difficile. C'est vrai, on va pas se le cacher, hein, ils sont pas là pour nous brosser dans le sens du poil, mais ils sont là pour nous apprendre des choses. Donc ça va être très important d'en avoir aussi. En astrologie traditionnelle, souvent, on entend les planètes maléfiques. Ça, c'est vrai que quand on apprend de notre côté, on va se dire: «Ah non, bah là, cette planète maléfique, mon Dieu, Mars et Saturne sont les planètes maléfiques». On pourrait même ajouter Pluton maintenant, je pense, avec l'astrologie moderne. Mais alors, c'est pas parce que c'est des planètes maléfiques que, catastrophe, elles vont nous pourrir toute notre vie, hein, c'est pas parce qu'on va avoir Mars ou Saturne conjoint à notre soleil que, c'est la fin du monde, pas du tout. Donc, maléfique, il faut le prendre voilà, avec des guillemets, je pense. Ça a beaucoup évolué maintenant l'astrologie, donc c'est plus autant noir ou blanc qu'avant. C'est ça aussi qui est génial avec l'astrologie, c'est que ça évolue tout le temps. Donc je mettrai ces fameuses planètes en fonction de où elles se trouvent, hein, parce que pareil, la maison 8, qui va être la maison de la mort, souvent peut être très mal vue aussi. La maison 12, qui était avant associée à maladie mentale, l'emprisonnement, ce genre de choses, c'est bien plus vaste que ça. La maison 12, c'est aussi le subconscient, ça va être aussi les rêves finalement, ce qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on ne montre pas trop. La maison 8, c'est les transformations aussi. C'est pas que les crises et puis la mort, ça va être aussi toutes nos évolutions possibles. Donc il ne faut pas rester figé sur une interprétation qu'on va lire quelque part. Ça c'est très important de regarder toujours l'intégralité aussi. C'est pas parce qu'on a une preuve peut-être d'un côté que quelque chose va pas très bien se passer, ça veut dire que ça va vraiment pas très bien se passer. Donc l'ensemble du thème, regardez, c'est important. Et j'ajouterais du coup en plus bah, les certains placements, du coup comme je disais, un combo genre Mars en 8, Saturne en 7, ça peut vite faire peur parfois en fonction de ce qu'on va lire. Il faut toujours regarder plusieurs sources. Si jamais vous apprenez de votre côté, ne restez pas figé sur une interprétation que vous avez lue quelque part, parce que pour un placement possible, il existe peut-être une centaine d'interprétations différentes, surtout si on regarde l'ensemble de la carte. Autre chose, il y a des planètes qui vont pas se sentir bien forcément chez eux. Donc par exemple, hein, tout simplement la notion de chute et d'exil, si vous connaissez. Un Mars en balance, c'est vrai qu'un guerrier dans un signe de paix, c'est pas forcément ce qu'on va penser facile à utiliser, facile à vivre. Et pourtant, il y a pareil pas mal de belles choses à faire avec ça. Donc il peut y avoir des petits placements moins faciles comme ça. Et puis bah, tout ce qui va être aussi les grandes configurations. Là, si on va sur les grands mots et termes encore plus techniques, le T carré, le grand carré, quand il y a plein de lignes rouges en fait qui se mettent ensemble pour former un dessin, et bien c'est ça les configurations. Et celles-là, elles peuvent faire encore plus peur parce qu'en général, ce qu'on va lire sur Internet, c'est vraiment alarmant. Donc Hmm. voilà, ne restez pas figé. Si jamais vous avez vous lisez quelque chose comme ça qui vous intrigue, venez demander à un astrologue sur Instagram. En plus, je pense qu'on est plusieurs à vouloir Ouais. aider, vraiment à vouloir dédiaboliser tout ça. Donc, n'hésitez pas à venir nous demander parce que je pense que c'est important plutôt que de rester justement dans ces réflexions un petit peu mauvaises comme ça, à se dire, ah bah non, là, ma vie est finie. Bon, je suis un peu drama queen aussi sur les bords, donc forcément, ça aide pas, mais voilà. Et demander de l'aide ou demander des explications si jamais vous en avez vraiment besoin. Ouais. Alors, il y avait plein de choses qui étaient intéressantes. À chaque fois, j'avais envie de rebondir et de dire oui, exactement. Mais déjà, tu commencé par parler des aspects et c'était super intéressant. Parce que oui, c'est clair qu'il y a il y a les fameux carrés, les fameuses oppositions. Mais en fait, je trouve que ce serait aussi intéressant de mentionner que certains, par exemple, si je prends les trigones,
souvent les trigones, on dit que c'est un peu les aspects facilitants entre guillemets, c'est des choses qui sont naturelles pour nous, tout ça. Mais du coup, si on tombe dans un peu le côté extrême, ou en tout cas le côté un peu négatif de ces aspects-là, bah on peut tomber un peu dans la dynamique de flemme, par exemple, de flemme, tout ça. Alors que au contraire, les gens qui ont pas mal de carrés dans leur thème, c'est des gens qui vont être assez combatifs en fait, finalement, en général. Les oppositions, en fait, tout est vraiment à nuancer, et moi j'ai un peu du mal à dire que, bon, admettons les sextiles, c'est vrai que en général c'est plutôt positif, les trigones aussi, tout ça, mais si je prends par exemple une opposition, bah le côté lumineux de l'opposition, moi je trouve que c'est quand même une certaine, c'est vraiment la capacité de voir, tu sais, les deux faces d'une même pièce, enfin d'avoir un espèce de, comment on pourrait dire ça, de de pas Bah, moi, être, dis-moi, t'as une j'ai une métaphore? métaphore que j'utilise avec mes clients. C'est un peu cette idée bah, tu as du noir d'un côté, tu as du blanc de l'autre, et du coup, tu vas pouvoir savoir comment faire du gris. Alors que si tu avais que du blanc, bah, tu pourrais pas obtenir la couleur grise, donc tu te perdrais en nuances. Et c'est dommage parce que c'est justement ça qui est joli en astrologie, c'est toutes les nuances possibles. Donc ouais, C'est ça. j'utilise un petit peu cette métaphore Eh ben pour comprendre parfait, ma position. parfait. Et il y a un autre, le dernier aspect dont on n'a pas parlé, j'ai l'impression jusque-là, c'est la conjonction. La conjonction qui peut être très particulière, et alors là, c'est vraiment du cas par cas. La conjonction, par rapport, si on prend, je sais pas moi, une conjonction, allez, Vénus-Jupiter, ou Vénus-Lune, ou Jupiter-Lune, et si à côté on a une conjonction, bah, Mars-Saturne, ou Mars-Pluton, ah, c'est plus du tout la même nature de la conjonction. Ça t'évoque quelque chose en particulier? Ouais, enfin, déjà, la conjonction, faut pas la prendre juste toute seule, vraiment. Je trouve que ça va dépendre beaucoup des aspects qu'elle va recevoir. Par exemple, une conjonction, bah, Vénus-Jupiter, c'est des planètes qui sont censées être les planètes bénéfiques de chance, de succès, de tout va bien, le monde du bisounours presque. Et bah, une conjonction Vénus-Jupiter, du coup, si elle est en carré à Pluton, ou même si elle est en carré au Soleil, hein, tout simplement, eh ben, on va pas pouvoir utiliser justement ce gros potentiel de chance et de réussite si on n'a pas justement d'abord surmonté ce carré avec le Soleil, que une conjonction Mars-Saturne qui peut effectivement être un peu lourde. Je sais de quoi je parle parce que Mars-Saturne, c'est voilà, c'est ma petite conjonction à moi, l'un de mes petits défis personnels. Donc voilà, ça peut avoir une connotation un peu ah bah mon Dieu, deux maléfiques ensemble. Mais si au contraire elle est aidée par le reste du thème, et ben c'est ça, enfin, par d'autres aspects, s'il y a du soutien, s'il y a de l'aide par d'autres planètes, ça peut beaucoup aider. Et ce qui va aussi beaucoup aider, c'est le signe dans lequel cette conjonction va se trouver. Par exemple, bah, je parle de mon exemple personnel, de ce fameux Mars-Saturne qui peut en alarmer plus d'un parce que bah, la première chose que j'ai faite aussi, forcément, quand on étudie notre carte, bah, j'ai été voir un petit peu bah, ce qui se disait sur Mars-Saturne. Alors, on a un peu de tout. On a le côté, on va être extrémiste, on va être un petit peu masochiste sur les bords, très violent aussi. Ou au contraire, Saturne va complètement inhiber Mars. On va être vraiment, on ne pourra plus Passif, fonctionner, hein, voilà, ouais. passif. Sauf que bah, moi, j'ai cette conjonction finalement en Verseau. Et c'est vrai qu'un Mars Verseau, si on prend tout seul, le Mars Verseau, il va être très je vais dans tous les sens, je n'ai pas d'organisation, je saute d'une idée à l'autre et ça va être un petit peu le fouillis complet. Le fait que Mars soit là, ça va restreindre un petit peu aussi. Le fait que Saturne soit là, pardon, ça va restreindre un peu mon Mars. Ça va un petit peu lui mettre des limites et lui dire bon, ok, écoute, super toutes tes idées, mais on va aussi avancer une par une. On va essayer de construire quelque chose, on va essayer d'avoir une structure dans tout ça, de prendre le temps. Alors que s'il avait été tout seul, bah, il aurait été un peu plus en roue libre aussi, quoi. Et à l'inverse, un Saturne Verseau, ça peut être quelqu'un qui peut être très traditionnel hein, au final parce qu'il se retrouve quand même chez lui. Ça peut être quelqu'un qui va être très fermé d'esprit. Et le Mars qui est là va justement permettre peut-être un peu plus de découverte, un peu plus d'exploration que ce Saturne qui serait beaucoup plus rigide finalement. Mmh. Ah oui, non, mais c'est clair, et c'est là où il faut vraiment faire cette espèce de cuisine, et cette espèce de, comment on pourrait dire ça, de une espèce d'élastique mental, chewing-gum mental, de OK, qu'est-ce qu'en fait finalement cet aspect nous dit, et c'est pas parce que c'est un trait rouge évidemment que c'est forcément par nature négatif. Et puis il y a aussi une notion très intéressante qu'on pourrait mentionner, c'est que on ne vit pas tout le temps tous nos aspects,
en fait. Ça, c'est un truc aussi important à retenir, c'est que des fois, on a un aspect qu'on va vivre pendant, je sais pas, une semaine, un mois, j'en sais rien, pendant une période donnée, et qu'on vit pas tout le temps tout notre thème. Et ça, je pense que c'est quand même assez important de le mentionner aussi, que voilà, si admettons on a une conjonction, bah voilà, Mars-Pluton, j'en sais rien, ou Mars-Saturne, on va pas tout le temps la vivre, ça va être que dans des moments précis. Et puis, si je prends par exemple, admettons un aspect difficile entre la Lune et le Soleil, par exemple, ou même Mercure, il faut aussi savoir que les planètes, ça ne concerne pas que nous en particulier. Ça peut aussi être nos parents, en l'occurrence, parce que là j'ai pris le Soleil et la Lune. Mercure, ça peut être la fratrie, j'en sais rien. Donc si par exemple on voit qu'est-ce que ça pourrait être, Lune Jupiter, admettons même en conjonction, ça peut indiquer que notre mère a des origines étrangères, par exemple. C'est pas forcément que nous en fait. Notre thème astral ne nous parle pas que de nous. Donc si on voit des choses un peu négatives dans notre thème astral, il s'agit pas forcément que de notre vécu à nous, mais de choses que nos parents, par exemple, c'est un exemple, ont pu vivre ou vivent actuellement, j'en sais rien. Donc ça peut être aussi peut-être alors le but c'est pas de se dire que attention nos parents vont avoir tel problème de santé ou que sais-je, mais c'est de se dire ok en fait c'est vraiment tout mon univers autour de moi et c'est pas que moi à qui tout ça va arriver en fait, positif comme négatif. Donc c'est vrai que c'est toujours très subtil, hein. Bah, de toute façon c'est ça l'astrologie, toujours très subtil, très dans dentelle de comprendre un petit peu à quoi ça fait référence. Donc c'est pour ça qu'on pose beaucoup de questions aussi en consultation aux natifs. Parce que sinon, oui, on pourrait difficilement mettre le curseur là où il doit être, quoi. Bah, c'est vrai qu'il y a plusieurs interprétations possibles et puis, bah, avec ce que tu disais, il y a aussi certains aspects qui sont héréditaires finalement, qu'on va retrouver dans notre famille depuis, des générations même ou même des fois ça va sauter une génération, ça va pas être sur la carte de nos parents, mais ça va être sur celle de nos grands-parents ou même d'un oncle ou quelqu'un dans la famille. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir ça. Puis en fait, l'une de mes mentors m'a appris l'astrologie karmique. Donc ça aussi, ça peut être aussi tout un autre sujet, mais il y a pas mal de choses comme ça qui nous sont finalement léguées, on va dire, que ce soit bénéfique ou non. Et bah, c'est pas que c'est à nous de résoudre tous les problèmes de notre lignée, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette notion de choix et de libre arbitre très important en astrologie, où finalement on peut choisir bah, de juste vivre avec cet aspect sans chercher à dénouer tout ça, et puis bah, peut-être qu'il sera légué à la prochaine génération, peut-être pas, hein, on sait jamais. Mais il y a beaucoup cette notion de choix, et pareil, quand il y a les transits qui passent et qui vont réactiver des aspects qui peuvent être un peu plus challengeants, il y a ce choix finalement de ne pas mettre les mains dans le cambouis, de ne pas essayer de trouver de solution, de ne pas essayer de guérir tout ça et de juste vivre la chose. Et puis on verra peut-être le prochain tour si on, si on se concentre dessus ou pas. Mais il y a beaucoup une notion où finalement on peut rejeter complètement certains aspects de notre carte. On peut dire bah non, pas dans cette vie-ci ou non, pas à ce moment-là. Je verrai plus tard quand ça ira mieux. Et c'est tout à fait possible. Et pareil, on peut en amont travailler sur des aspects qui sont difficiles de notre carte pour se dire, bon, bah là, je sais que prochainement, ça va être réactivé, par exemple. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour justement prendre les devants? Avec le retour de Saturne, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, hein. Les personnes qui ont travaillé en amont sur tout ça ont un retour de Saturne beaucoup plus paisible. Pour rappel, un retour de Saturne, c'est quand Saturne revient à sa position initiale de quand on était né, qui est une période de changement, positif ou négatif. C'est une période de changement qui transforme beaucoup de vies. Et si en amont, on a déjà appris les leçons que Saturne veut nous faire apprendre, le retour de Saturne est plutôt bénéfique en général. Si au contraire, on a fait l'autruche, bah là, forcément, on peut tomber sur des situations qui seront un peu plus difficiles au quotidien pour un plus grand bien bénéfique après, mais sur le moment, quand on a des cycles qui se terminent, que ce soit au travail, dans des relations ou qu'on a des petites crises à traverser, c'est pas le fun, hein. On va pas se le cacher. Là, ça nous sort de notre confort, de notre sécurité, donc c'est pas la meilleure période quand on a fait l'autruche. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir bah, là où ça peut coincer, là où il peut y avoir des blocages, et puis en amont du coup de faire le travail nécessaire aussi pour que ce soit beaucoup plus fluide pour la suite, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que tu as abordé un truc qui est super intéressant et
et qu'il faut mentionner entre guillemets, c'est que du coup en astrologie et même dans la spiritualité en général, il y avait quand même cette grosse culture du développement personnel et d'être toujours dans une dynamique d'amélioration de soi. Sauf que le problème, c'est que parfois ça peut être très anxiogène et ça peut aussi nous bloquer parce que faut aussi se dire que tout le monde n'est pas dans la spiritualité et les gens vivent très bien leur vie comme ils doivent la vivre et que dans tous les cas, on vit notre thème, on vit notre vie comme on doit la vivre dans un sens. Et c'est vrai que parfois, et même moi je me rends compte, hein, même le contenu que je fais, j'en sais rien, ne serait-ce que même par les lectures de thèmes, on peut être toujours un peu dans cette dynamique de faire mieux, faire plus, toujours s'améliorer, tout ça, alors qu'en fait, au final, on se dit mais attends, là-haut, tout le monde n'est pas dans cette dynamique-là, et je peux aussi vivre ma vie tranquille et en étant pas forcément une mauvaise personne, mais en étant juste quelqu'un de normal, et ce sera largement déjà assez, en gros. Euh, donc, euh, donc même cette histoire d'optimiser des transits, parce que forcément c'est ce qu'on fait de par notre métier, d'optimiser des périodes, tout ça, ou même les améliorer. Des fois on peut aussi, il peut ne rien se passer pendant un retour de Jupiter et c'est ok aussi. C'est pas forcément dramatique et tout n'est pas forcément toujours à optimiser et ou même à craindre, parce que même des fois rien que le fait de se dire à l'avance, oulala attention j'ai mon retour de Saturne qui arrive, on peut déjà se mettre un peu dans l'ambiance du mauvais retour de Saturne, quoi, en gros. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'influences aussi. C'est pour ça que moi, l'astrologie prévisionnelle, c'est pas forcément ce qui me passionne le plus, parce que j'ai peur de trop influencer les personnes qui vont venir me voir. Et c'est un petit peu l'histoire de ah bah oui, si je me dis que ça va mal se passer, ça va mal se passer. Alors, pas toujours, mais on peut se conditionner finalement pour faire en sorte de ne pas voir le positif ou de ne pas voir les opportunités qui vont se présenter parce qu'on est trop fixé sur tout ce qui pourrait mal se passer aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup relativiser, c'est important ce que tu dis aussi, et c'est pour ça que, comme je l'ai dit, parfois on peut dire, bah non, là j'ai pas envie, je vais vivre ma vie normale. Ça m'a fait penser à un exemple, par exemple, avant qu'on découvre tous l'astrologie, les Mercure rétrograde. Hmm. Ok, bah, Mercure rétrograde, on ne le savait pas. Maintenant, dès qu'il y a un Mercure rétrograde, une fois que tu es lancé dans l'astrologie, c'est oh la panique, la technologie, il faut que je fasse attention, que je sauvegarde tout, que je commence pas de projet surtout. Non, 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 clairement, vous avez très bien vécu votre vie avec Mercure rétrograde, c'est 3 fois par an, hein, quand même. Donc, vous en avez vécu beaucoup avant de découvrir l'astrologie et vous êtes toujours, là, hein, votre vie n'est pas complètement, sans dessus dessous, donc bon, voilà, relativiser aussi et prendre du recul beaucoup sur tout ce qui se dit, hein. Même si c'est une astrologue que vous allez suivre, que vous allez aimer et qui, se dira toujours des choses, qui tombent vraiment à pic, que vous sentez que ça vous parle, et ben, faudra toujours aller vérifier aussi avec d'autres sources où tout ne peut pas résonner non plus, hein. C'est tellement vaste l'astrologie justement que voilà, prenez aussi du recul sur tout ça et gardez votre esprit critique. On en vient toujours un peu aux mêmes conclusions, hein, quand je fais ce genre de discussion, mais c'est clair que c'est vraiment tellement le plus important et moi je suis plus une astrologue prévisionnelle pour le coup, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup, enfin qui m'amuse, dans lequel je m'épanouis pas mal, mais c'est vrai que j'ai une grosse question peut-être, je sais pas si c'est une branche de l'astrologie dans laquelle on le sent plus le poids enfin je pense dans toutes les branches, dans tous les cas, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc de choisir ses mots, d'être particulièrement attentif aux réactions en face, d'être vraiment dans le côté ok, bon, même si je vois quelque chose de négatif, est-ce que j'en parle ou pas? Ça c'est une grosse question aussi, parce que des fois tu peux voir un truc un peu négatif et ne serait-ce que par le doute, tu dis bon, peut-être que je me trompe, est-ce que tu t'en parles ou pas, en fait, c'est ça la question. Donc il y a toute une comment je pourrais dire, une psyché finalement quand on fait du prévisionnel qui est quand même très particulière. Et puis oui, tu parlais de Mercure rétrograde, du contenu sur internet, et il faut bien se dire que les astrologues aujourd'hui pour faire voilà, pour trouver des clients, on est obligé de faire du contenu sur internet. Et donc quand on ne sait pas quoi faire, on fait du contenu sur Mercure rétrograde, même si c'est pas si important que ça. Voilà, j'ai un peu révélé les secrets, non c'est pas vraiment des secrets, mais c'est vrai que quand on sait pas quoi faire, voilà, on fait des études de cas de transit lunaire, des pleines lunes, des nouvelles lunes, de Mercure rétrograde, ça on l'a tous fait. On l'a tous fait On et continuera à le faire ouais, certainement. c'est ça, c'est ça.
Euh, Johanna, pour revenir un petit peu sur la question des aspects slash placements difficiles, quand tu es en consultation et que tu tombes un petit peu sur justement voilà un aspect qui peut te paraître un peu difficile ou compliqué dans le thème d'une cliente, comment toi t'abordes la chose et comment quel processus un petit peu mental t'as en tête quand pour aborder la chose tout simplement. Oui, bah, juste comme tu le disais pour le prévisionnel, mais dans la tête, c'était mais même en consultation normale, ça marche aussi. Est-ce qu'on aborde, est-ce qu'on n'aborde pas? Quels mots on va utiliser? Ça va être important aussi hein, de pas être catégorique aussi non plus, hein, parce que des fois, on peut lire des choses sur la carte qui sont effectivement un peu difficiles. Et puis la personne, bah non, elle se sent très bien dans sa vie. Et puis bah tant mieux pour elle, j'ai C'est envie de ça. dire. Donc déjà, il faut pas rester fixé sur juste, OK, s'il y a un carré, s'il y a un placement qui semble un peu plus compliqué, il faut toujours aller chercher des indices ailleurs dans la carte, regarder l'ensemble. Déjà, c'est le premier petit warning que je veux faire, c'est que c'est pas parce qu'il y a un placement qui va être désagréable, par exemple, qui veut dire, voilà, le fameux Pluton en 8, je vais mourir dans d'atroces souffrances. Voilà, si tous les Plutons en 8 étaient morts dans d'atroces souffrances, je pense qu'on le saurait, hein, Ah d'ici bah depuis le temps. c'est tous les ascendants quoi. Ça fait quand même au moins un bon 12e de la population quoi. J'ai envie de dire. Donc ça fait quand même beaucoup. Voilà, donc il faut toujours aller chercher des indices, regarder l'ensemble de la carte, c'est très important. Et puis moi, comment j'aborde ça en fait? Moi, j'aime bien utiliser les termes de lumière et d'ombre. Parce que bah, pour chaque placement, même qu'il soit difficile, qu'il soit challengeant ou non, il y a toujours une partie lumineuse et il y a toujours une partie d'ombre. Alors effectivement, les placements tels bah, Vénus, par exemple, en général, on va beaucoup plus parler de la lumière de Vénus que parler des ombres de Vénus, alors que pourtant, bah, il y en a pas mal hein, quand même, hein, tout ce qui va être dépendance, relations toxiques, enfin, les limites à se poser en relation, enfin, il y a pas mal de choses à faire aussi de ce côté-là. Et on a souvent tendance bah, à aller creuser du côté où ça va pas pour les placements qui sont challengeants et à oublier aussi les ombres des placements qui sont plus facilitants ou bénéfiques. Donc déjà, j'aime bien rappeler ce côté-là et c'est important de savoir que bah, sans ombre, enfin oui, sans ombre, il n'y a pas de lumière. Et donc les deux sont importants et c'est toujours une histoire d'équilibre à trouver. Hein. Comme tu le disais, c'est pareil, des fois on ressentira pas cet aspect, des fois on va le ressentir plus dans le côté ombre, des fois plus dans le côté lumière. Et voilà, c'est un équilibre à trouver dans tout ça. Et puis quelque chose que tu disais aussi au début et que j'aime bien rappeler parce que souvent quand il y a beaucoup d'aspects rouges, de lignes rouges partout, c'est la panique. Et en fait, les aspects rouges, ils ont les carrés, les oppositions, cette capacité de nous mettre en action vraiment. C'est ça qui va nous, moi, j'ai une expression, mais elle est pas très belle, mais nous sortir les doigts du, hein, Bah oui, voilà, parce c'est que ça. ça nous pousse finalement à agir, ça nous pousse à chercher des solutions, ça nous pousse à apprendre d'autres capacités, à réveiller un petit peu nos potentiels. Mais c'est ça, hein, enfin moi, ouais, je vais en parler, mais j'ai l'impression d'être amoureuse des aspects difficiles plus que des aspects supposés facilitants parce que bah, c'est ceux-là vraiment qui vont nous motiver à alors oui, peut-être dans une optique d'améliorer notre vie, mais qui vont nous aider vraiment à être qui on est. Et c'est vraiment une fois qu'on a surpassé ça. Et c'est pour ça que je parle de challenge, parce que j'ai encore une petite métaphore, mais finalement, quand tu vas faire une randonnée, est-ce que la vue est pas plus belle quand on a chié pendant 2 heures pour grimper que si tu y avais été en voiture et puis que tu te poses et t'es là genre, ah ouais, ouais, c'est cool. Mais quand tu as Hmm. passé 2 heures à grimper ta montagne et à voir la vue, déjà, tu as le souffle coupé parce que tu n'en as plus, tu plus de souffle, mais c'est beaucoup plus gratifiant, tu te sens beaucoup plus fier d'avoir accompli ça que si tu avais juste pris ta voiture, que tu avais été voir, tu y resterais peut-être 5 minutes, ok, j'ai vu, j'ai pris des photos, je suis partie, que quand tu fais une rando comme ça, bah, tu restes, tu profites d'avoir atteint le sommet, tu ressens le moment vraiment, et bah c'est ça les aspects rouges, je trouve, c'est vraiment ce côté où c'est gratifiant et où ça donne cette impulsion, cette action. Alors effectivement, après, il y a certains aspects rouges, quand il y en a beaucoup, par exemple, quand on parle de configuration, les T carrés, les grands carrés, on a un peu l'impression qu'on agit en rond, qu'on fait toujours la même chose et puis qu'on est un petit peu dans cette boucle infernale où, bah oui, je fais ça, j'ai le même résultat, je refais ça, j'ai le même résultat. Donc là, bon, c'est pour ça que les astrologues sont là aussi, hein, pour aider à décoder et sortir de ce petit cercle qui tourne en rond. Mais moi, c'est voilà, c'est ce que j'adore vraiment. C'est ce que j'essaye d'expliquer à mes clientes quand elles ont des aspects qui sont peut-être pas faciles. Déjà qu'il y a ce côté lumineux, qu'ensuite c'est vraiment ça qui va donner l'action. Et puis une dernière chose, que tout n'est pas figé.
que aujourd'hui, oui, au moment de ta naissance, tu étais peut-être né avec un Mars-Saturne, mais la carte, elle évolue en fonction des expériences que tu vas vivre avec les gens qui t'entourent au quotidien, en fonction des transits, en fonction même de l'évolution, hein, si la carte n'est pas figée du tout. Et du coup, ça va évoluer aussi. Un Mars-Saturne, par exemple, si, pour quelqu'un qui va avoir 30 ans, on ne retrouvera plus cette conjonction-là. Si on parle de progression secondaire, qui est l'évolution de la carte, justement, eh ben non, ça se sera un peu détaché, donc ça sera plus du tout les mêmes énergies non plus. Oui, on aura le nœud de base, hein, mais ça aura beaucoup évolué en fonction de nous, comment on aura vécu aussi, de ce qu'on aura fait dessus ou pas. Donc rien n'est figé, rien n'est marqué à vie dans notre carte. Donc ça, c'est important. Et aussi, bah, pourquoi consulter un astrologue, justement, c'est que l'astrologue va pouvoir trouver des leviers d'action, va pouvoir proposer des solutions, va pouvoir proposer des outils pour justement rendre cet aspect challengeant beaucoup plus facile, pour aider justement à retrouver ce calme et cette paix et pas juste ces tensions et ces frustrations à chaque fois. Et c'est ce que je trouve magique en astrologie, c'est que peu importe l'aspect qui peut être difficile qu'on va trouver, il y aura toujours quelque part une solution ou une clé pour justement venir débloquer tout ça, pour venir défaire notre petit nœud. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de lire l'ensemble de la carte et de ne pas rester focalisé sur un petit point de la carte qui sera peut-être pas effectivement le point le plus facile, quoi. Hmm. Ah ouais, non, mais totalement. Et c'est clair que je pense que ça t'est arrivé de nombreuses fois aussi, où admettons, effectivement, on voit qu'il y a un challenge dans le thème astral, qu'il y a une situation compliquée, ou j'en sais rien. Et puis à côté, je dis, oui, mais regarde, à côté de ça, t'as un super, je sais pas, placement en tel signe, qui peut vraiment t'aider là-dedans. Donc vraiment, repose-toi là-dessus. J'en sais rien. Et moi, ça me fait rire parce que déjà, il y a ça, donc c'est super intéressant et c'est vraiment notre rôle, j'ai envie de dire aussi. Et puis, il y a aussi un peu cette dynamique de, comment on pourrait dire ça? Avec tout le contenu qu'il y a sur Internet, sur les réseaux, tout ça, il y a un peu aussi cette, j'aime pas le mot, mais un peu cette dynamique de victimisation un peu facile sur son thème astral, où on voit tout en rouge, alors qu'il y a vraiment pas de raison pour le coup. Moi, je me rappelle d'une cliente, en l'occurrence, que j'avais en consulte, et tout son thème, elle le voyait en rouge. Alors, on voyait, je sais pas, mais n'importe quel placement, elle me disait ah ouais, ça c'est vraiment nul. Mais sur tous ces placements, je lui dis mais attends, là, il y a rien de catastrophique. Oui, il y a des choses qui sont un peu plus challengeantes que ça, mais tu sais un peu cette notion de ah bah c'est pour ça que rien ne va dans ma vie, je peux plus bouger, voilà, j'ai vraiment le pire thème du monde, alors que littéralement il y avait rien de bien dramatique dans son thème. Et du coup, j'ai vraiment ce truc de lui dire mais non non mais vraiment je t'assure que c'est pas si dramatique que ça, au contraire, c'est plutôt cool. Donc euh, donc voilà, attention à ça aussi et à pas tomber dans cette dynamique là qui est juste anxiogène pour rien, pour le coup, parce que là vraiment il y a Je pas de pense que c'est un raison. peu aussi parfois la solution de facilité de se dire, enfin, bah, moi la première, j'adore utiliser cette excuse-là parce que je trouve ça marrant, je le fais un petit peu, enfin, faut pas me prendre au sérieux quand je dis ça, mais le côté de ah bah oui, de toute façon, je me souviens de rien, c'est normal, je suis poisson, ou oh bah oui, je suis impulsive, je suis un peu franche sur les bords, bah oui, Mercure Bélier, enfin voilà, les placements ne se réduisent pas à juste ça aussi, à juste les préjugés, parfois qu'on peut, les idées toutes faites qu'on peut entendre. Et c'est vrai que parfois, c'est la solution de facilité aussi de se dire, bon, bah voilà, si dans ma vie ça va pas, bah, c'est à cause de ma carte, je suis née comme ça, je pourrais rien y faire. Non, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. En général, en plus, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Et puis, il y a aussi une notion de responsabilité à prendre aussi, dans le sens où bah, il faut aussi se bouger de son côté parfois, hein. C'est vrai que avant l'astrologie, je trouve que l'astrologie traditionnelle est un peu plus fataliste, un peu plus noire. Et c'est vrai qu'il y a eu tout un regain d'astrologie moderne qui était beaucoup plus bisounours pour le coup, où là, tout était rose. Il y a, bah non, 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 on parle pas du tout de ce qui va pas, de ce qui est difficile, alors qu'il faut aussi, je pense, les adresser, il faut aussi en parler. Donc c'est vraiment trouver cet équilibre entre ces deux astrologies, limite, entre celle qui non, c'est vrai, ta carte, c'est une catastrophe, tu pourras rien faire de ta vie, franchement, arrête. Ou la carte qui dit, ah ben non, tout est bien, tout est rose, t'inquiète, il n'y aura pas de souci pour toi. C'est vraiment trouver cette notion d'équilibre entre les deux, je trouve, qui est importante. C'est clair. Ah oui, non, mais si on a eu cette discussion il y a pas longtemps sur Twitter avec d'autres astrologues, ça nous a fait rire. Tu sais, les fameux astrologues des années, je sais pas, 80, 90, où t'ouvres une page au hasard et tout de suite tu vois mort subite, ou tu vois mort d'un parent, j'en sais rien. Enfin, pour
tout et n'importe quel placement, ou en tout cas des placements où il n'y a pas spécialement raison d'être, j'en sais rien, ou genre Saturne carré ascendant, puis voilà, après tu mets ce que tu veux derrière. Et donc voilà, il y avait vraiment cette espèce de je sais pas comment on pourrait dire ça, mais cette espèce de, c'était un film d'horreur quoi en fait, l'astrologie à un moment. Et puis oui, comme tu dis, il y a aussi une période, il y a encore pas si longtemps que ça finalement, je pense qu'on est encore un peu là-dedans, de tout relativiser et de tout, de se dire non mais c'est pas si grave. Bah alors, ça dépend des moments, parce que quand enfin voilà, je vais donner un cas concret. Moi j'ai déjà vu en consultation des aspects où il y avait une notion d'agression sexuelle, par exemple, et ça, tu peux pas le relativiser. C'est arrivé, tu poses la question oui, non. Bah, si c'est oui, tu vas pas dire ouais, non, mais t'inquiète, c'est pas si grave que ça au final. Bah non, tu vois, tu peux pas dire ça. Donc, voilà, il y a vraiment voilà, il y a toujours cet équilibre à trouver entre l'hyper catastrophisme et la langue de bois qui n'apporte rien et qui peut même être plus, je pense, plus déstabilisant qu'autre chose. Avec le recul, on se dit bah ouais, mais du coup, est-ce que j'ai vraiment vécu ça, ou est-ce que tu vois, du coup, c'est aussi difficile pour un astrologue de pas insuffler un espèce de sentiment d'angoisse, mais en même temps, si c'est vraiment arrivé, comment tu trouves les mots? Ça, c'est vrai que c'est toujours compliqué à trouver comme équilibre. Voilà. Bah, c'est clair que de toute façon, quand vous allez choisir, pour tous ceux qui nous écoutent, un astrologue, ça va être important presque de parler un petit peu avec elle ou de voir, ou avec lui d'ailleurs, ou de voir comment ça se passe, comment elle présente sur les réseaux, parce que justement, le choix des mots, ça va être important, surtout dans ces situations-là. J'ai déjà eu aussi des clientes qui n'ont pas vécu des choses faciles, et bah, il faut être capable d'être à l'écoute aussi, il faut être capable de pouvoir, soit si on n'est pas, parce qu'il y a toute une astrologie psychologique lié avec la psychologie qui va beaucoup aider. Mais si on n'est pas capable de rediriger peut-être vers des thérapeutes, vers des professionnels hein, aussi qui pourront être plus amènes parce que l'astrologue n'est pas forcément non plus un thérapeute dans le sens où il n'est pas psychologue hein, non plus. Voilà, faut dire les mots aussi. Donc c'est vrai que ça va être important. Et puis ça me faisait penser, puis du coup, c'est pareil, c'était sur Instagram là, Ouais, j'ai pensé la aussi. dernière chose qui m'a révoltée, en fonction de l'astrologue qu'on choisit, les mots, effectivement, peuvent avoir un poids. Et c'est pour ça que je le disais avant, mais si jamais vous avez un astrologue qui vous a dit quelque chose, parce que c'est vrai qu'en plus, on va le voir, et du coup, ça met un petit peu en position de pouvoir l'astrologue, alors que il faudrait pas. Mais bref, si vous avez un astrologue qui vous a dit quelque chose d'anxiogène, d'alarmant, ben, demandez aux collègues, voilà, demandez à d'autres personnes. Ça fait toujours du bien. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir. Enfin, le dernier, bah, c'était la lune bélier, là, qui me disait lune bélier, le pire placement au monde, alors que moi, je suis une amoureuse. Bah, je vais dire, je suis une amoureuse du bélier, mais je suis une amoureuse de chaque signe. Mais voilà, lune bélier, il y a de très belles qualités, très belles lumières derrière tout ça. Récemment, j'avais eu aussi Saturne en maison 7. Ah bah, je vais être veuve, donc mon mari va mourir. Sur maison 7, moi je trouve que c'est beaucoup, au contraire, de la loyauté, de la fidélité, une longue relation. Donc voilà, chaque astrologue a aussi son affinité, hein, on va dire, on va aussi sa façon de voir les choses. Donc ça va être important quand vous sélectionnez finalement, de ne pas prendre non plus n'importe qui juste parce que un tel est connu, juste parce que le prix est bas. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs critères à prendre aussi en compte que juste ah bah oui, pourquoi pas quoi. Ouais, c'est ça. Et tu vois, c'est marrant parce que tu parlais de cette fameuse du cas sur Instagram où tu parlais de la lune en bélier, enfin quelqu'un t'avait dit que c'était catastrophique et tout. Alors moi je descends d'une lignée de femmes avec une lune en bélier, hein, ma grand-mère, ma mère, ma cousine, ma tante, enfin, voilà. Moi j'ai lune Mars. Donc vraiment j'ai pas du tout compris pourquoi c'était mal vu comme placement pour le coup. Parce que même techniquement, il y a rien de bien, c'est pas une chute, c'est pas un exil, enfin une exil. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc je me suis dit bon OK, et puis bon en plus vraiment j'adore ce placement aussi. Je dis toujours que c'est un peu l'effet locomotive quoi, donc bon voilà. Et puis il y avait aussi ce fameux, parce que je pensais à ça aussi, on parlait un peu des astrologues à bien choisir, voilà. Et il y a eu ce fameux moment là, dans la sphère astro là, il y a pas longtemps, avec un astrologue assez connu qui a sexualisé le thème d'une petite fille et qui en a heureusement parlé, parce que sinon je pense que ça aurait été très très compliqué à gérer toute seule, je pense. Donc heureusement qu'elle a posé la question à des collègues. Mais tu te dis mais comment c'est possible? Alors peut-être que c'est très maladroit, j'en sais rien, mais c'est quand même très 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 bizarre
d'avoir des projections comme ça, de sexualiser le thème d'une petite fille de, je sais plus, 4, 5, 6 ans, je sais plus. Donc, oui, c'est très particulier pour le coup, pour en plus un truc qui techniquement n'est pas si... Je crois que c'était une histoire de Vénus en Scorpion à l'ascendant, je sais plus quoi, enfin bon bref. Donc c'était très très particulier comme moment, et oui, c'est clair que c'est un peu bizarre. Est-ce que toi, il y a des aspects un peu, des aspects entre guillemets difficiles, ou des placements un peu difficiles que tu vois souvent en consultation? Je crois que tu m'avais dit qu'il y avait des Ouais. placements que tu voyais souvent. Moi, je suis la spécialiste de thé carré. Voilà, moi, je ne l'ai pas choisi, mais c'est arrivé comme ça. J'ai moi-même un thé carré dans ma carte. Donc, pour rappel, un thé carré, ça va être une opposition et deux carrés. Donc, en fait, c'est trois planètes qui forment un triangle rectangle. Attention, cours de géométrie du collège. Voilà, si vous voyez un triangle rectangle sur votre carte, ça s'appelle, en rouge du coup, ça s'appelle un T carré. Et c'est vrai que c'est des aspects enfin, c'est une configuration même de tension souvent où on a on est beaucoup dans l'action et on ne sait pas trop. En fait, chaque planète va tirer un petit peu de son côté et va pas vouloir faire de compromis ou fonctionner avec les autres. Alors qu'une fois qu'elles se sont mises d'accord, au contraire, elles peuvent s'entraider. Mais bon, en attendant, c'est un petit peu de la tension et c'est compliqué. Et c'est vrai que globalement, pas toutes, hein, je vais pas toutes, mais la grosse majorité de mes clientes ont ce thé carré là. Donc c'est après, je pense qu'on peut-être on s'attire aussi. Hein, souvent, on attire les personnes qui nous ressemblent. Et ce que j'ai remarqué d'autant plus intéressant, c'est que les thés carrés que j'ai et que moi aussi j'ai, c'est souvent avec la Lune et Vénus, souvent avec Pluton dans l'histoire. Donc souvent enfin, vraiment des planètes très féminines hein, qui se retrouvent dans cette tension dont elles ne savent pas quoi faire. Et ça, j'ai l'impression vraiment que c'est quelque chose qui est presque ancestral hein, finalement et qui résulte de tout ce que la femme aurait vécu jusqu'à aujourd'hui et qu'aujourd'hui elle se retrouve du coup avec ces blocages finalement de toutes ces planètes féminines qu'elle ne sait pas trop quoi en faire, qu'elle correspond plus au code d'avant où la femme elle restait à la maison, c'était un petit peu l'objet du mari à faire les enfants et puis basta. Et il y a cette évolution et je trouve qu'on la retrouve beaucoup dans les cartes et c'est peut-être pour ça finalement qu'il y a beaucoup de thé carré qui impliquent les planètes féminines. Alors après, voilà, je parle de mon expérience personnelle parce que moi je les attire. Hein. Voilà, donc forcément. Et justement, c'est toute une histoire d'émancipation, de libération, parce que le thé carré, c'est une tension qui se construit, qui se monte comme ça, qui a pas de porte de sortie. Et moi, du coup, ce que je fais lors des consultations, en fonction du thé carré que c'est, hein, parce que tout, le thé carré, oui, effectivement, ils se ressemblent tous, ils se forment tous des triangles rectangles, mais après, ils vont être bien sûr différents en fonction de où ils se trouvent, de quelles planètes peuvent venir les aider ou pas. Mais c'est vraiment de trouver une porte de sortie déjà pour évacuer toute cette tension. En général, ça se retrouve dans le signe qui est en face, qui est tout seul, hein, parce que ça forme une espèce de croix. Donc déjà, voilà, je donne un petit conseil pour les personnes qui ont des carrés. Allez voir peut-être dans le signe qui se trouve en face. Et, euh, et aussi ensuite voir comment toutes ces planètes, malgré leur tension, malgré le fait qu'elles ne sont pas d'accord entre elles, comment elles peuvent fonctionner quand même. Qu'est-ce qui va les rejoindre? Parce que, par exemple, si on revient sur les oppositions, oui, c'est des aspects challengeants, mais en même temps, les oppositions, c'est deux signes qui sont dans des éléments complémentaires. Donc c'est un petit peu comme quand tu t'embrouilles avec ta meilleure amie finalement, hein, c'est un petit peu ce côté-là. Donc ils ont tout enfin pas tout pour s'entendre, mais techniquement ils peuvent s'entendre, mais ils sont opposés. Et les oppositions, c'est quelque chose que je trouve magique aussi, parce que c'est cette idée souvent que le signe qui est en opposition à l'autre vient apprendre à l'autre ce qu'il n'a pas. C'est vraiment une histoire de miroir. Et c'est pour ça que j'adore aussi ces places de position. Donc, c'est vraiment, si on prend, en ce moment, on est dans Vierge-Poisson, par exemple, ce cycle-là. Le Poisson vient apprendre à la Vierge à lâcher prise, par exemple, à être beaucoup moins dans le contrôle, dans le détail, mais plus dans la globalité, l'entièreté. Et la Vierge, elle va apprendre au Poisson à s'ancrer un peu plus, peut-être, à justement être plus dans la réalité, à être un peu plus structuré. Et les deux, quand ils se retrouvent, peuvent libérer, par exemple, leur pouvoir de guérisseur, hein, parce que c'est vraiment l'axe de guérison du zodiaque. Et du coup, voilà, une opposition qui, pourtant, c'est quelque chose qui est rouge, qui est difficile, parce que chacun est de son côté aussi, là, on peut tout de suite créer quelque chose de magique. Hein. Donc, c'est, voilà. Oui, je suis fan des aspects, des aspects Ouais. difficiles. Ah ouais, non, mais c'est super intéressant. Et, et c'est marrant, tu vois, tu disais qu'on attirait un peu les clientes qui
qui nous ressemblaient dans un sens, au moins sur 2-3 trucs. Et ça, c'est vrai que moi aussi, je l'ai souvent marqué. Là, j'ai plus les placements en tête, mais ça m'arrivait plein de fois de me dire, ou même dans des dynamiques de vie, par exemple, où tu dis, je sais pas, la personne a le même parcours que toi, je sais pas, par exemple, des parents séparés dans l'enfance, enfin, j'en sais rien, mais où tu dis, ah tiens, quand même, c'est marrant d'attirer les mêmes personnes, ou même dans les problématiques sentimentales, ou j'en sais rien. Euh, ouais, c'est toujours assez drôle, je trouve, d'attirer à des personnes qui nous retrouvent à des stades différents de vie. Et oui, la fameuse, bah, je sais pas si on prend, oui, l'axe Poisson Vierge dont tu parlais, c'est un axe qui est très intéressant, que je retrouve pas mal en consultation également. Et c'est vraiment tout l'équilibre entre le sacrifice et le service aussi. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cet axe. Mais en tout cas, oui, la dynamique d'opposition dans un thème, moi j'en ai pas mal d'oppositions. Moi, c'est que des trigones et des oppositions, je crois, dans mon thème. Et oui, c'est vraiment ce truc-là de trouver l'équilibre, de réussir à comprendre son point de vue, mais le point de vue de l'autre aussi. Et du coup, des fois, alors le truc, je pense, le point faible, on va dire, de l'opposition, c'est que parfois, ça pourrait nous faire rentrer dans une espèce de dynamique de d'inaction, parce que justement, on a le pour, le contre, un peu comme les balances, si tu veux, c'est un peu la même dynamique. Donc du coup, tu sais pas, ok, quel est le bien, le mal, ou alors qu'est-ce que je dois faire. Voilà, ça pourrait être un peu la principale, peut-être le principal challenge des oppositions, qui est Bah, pas ce que je si... retrouve moi chez les oppositions beaucoup, c'est effectivement il y a ce côté où je suis bloquée, bah, je sais pas si je vais à droite ou à gauche, au final du coup je ne fais rien. Et aussi l'inverse, le côté je balance d'un extrême à l'autre tout le temps. Je suis trop dans le poisson ou alors je suis trop dans la vierge et puis comme ça je saute d'un à l'autre et puis c'est épuisant hein, forcément de faire ça tout le temps, d'être son contraire à chaque fois hein, parce que bah voilà soit je suis dans le sacrifice, soit au final non je suis très dans bah je garde mon énergie. Enfin voilà il y a très ce côté-là au final qui va être important aussi de trouver l'équilibre. Donc voilà, je pour ajouter aussi un ce que l'opposition peut être compliquée aussi, c'est aussi avec ce côté-là de ouais, je passe d'un extrême à l'autre à chaque fois et je sais plus où donner de la tête non plus, quoi. C'est ça. Et tu vois, tu peux vivre l'opposition de manière extrême, comme tu viens de le dire. Si, admettons, t'as un thème, je sais pas moi, martien ou plutonien, mais si t'as un thème qui est plutôt saturnien, ou je sais pas, avec beaucoup de balance, j'en sais rien, tu seras peut-être plus dans la passivité ou dans le côté inaction, j'en sais rien. Donc c'est pareil, c'est vraiment toujours cette dynamique de prendre tout dans le thème astral. Euh, Est-ce que toi, on en a un petit peu parlé, mais est-ce que tu as des aspects difficiles entre guillemets qui se sont révélés être positifs, peut-être même pour toi ou pour des consultantes, et inversement des aspects dits positifs entre guillemets, mais qui se sont révélés être plus challengeants que prévu? Ça te parle ça ou pas Ouais, spécialement? bah, déjà sur les aspects qui sont difficiles et qui sont révélés challengeants, bah, j'ai toujours mon histoire hein, personnelle de Mars-Saturne. Clairement, si l'un n'était pas là avec l'autre, je pense que ça serait beaucoup plus compliqué. Je pense aussi que chez toutes mes clientes, les T carrés, on a vraiment retrouvé cette énergie de réussir à sortir un petit peu de tout ça, de vraiment se surpasser, cette motivation à avancer. Moi, chez moi, c'est vrai que ça accentue le côté très warrior, j'ai envie de dire, le côté oui, je vais réussir quoi qu'il arrive, très persévérant, très déterminant, qui aurait peut-être pu manquer dans ma carte parce que bah, justement, enfin, je suis ascendant balance, j'ai un soleil en poisson, donc c'est vrai que rien que les deux là, une lune taureau, j'aurais pu être très dans la passivité, j'aurais pu être très dans, bah, je regarde la vie qui se déroule et puis je fais pas grand-chose de tout ça. Et justement, ce thé carré vient m'apporter l'énergie dont j'ai besoin pour bah, avancer dans mes projets, pour quand il y a un problème, bah oui, je réussis à le surmonter parce que en fait, avec les thé carrés, parfois je vais pas mentir, ça a été challengeant dans ma vie. Mais le fait d'avoir eu des challenges dans ma vie, bah maintenant je sais comment résoudre les challenges aussi, je sais comment réagir, j'ai des capacités que je n'avais pas avant. Donc voilà, de ce côté-là, enfin, moi je trouve que c'est presque un don. Allez, allons-y, les thé Hmm. carrés, c'est un don finalement, qui en tout cas pour moi m'ont vraiment aidé à équilibrer ma carte parce que sans ça, ça aurait été beaucoup plus plat hein, finalement. C'est clair. Et l'autre exemple, qui est vraiment, je trouve, très parlant, j'ai une cliente comme ça, que des aspects bleus. Ah, Aucun aspect rouge. Déjà, c'était la première fois que j'avais une carte comme ça. Je me suis dit, waouh, ouais, j'imagine. c'est impressionnant. Je me suis dit, bah, évidemment, voilà, comme
comme toute personne avec ses préjugés, parfois je me suis dit, oh, elle a dû avoir une vie facile. Mmh. Mmh. Est-ce qu'il y avait beaucoup de conjonctions? Et bah, il y avait pas mal de conjonctions, mais elles marchaient bien entre elles quand même. Mais j'ai eu un cas de cliente qui avait du coup que des aspects bleus et juste un aspect rouge. Et elle, effectivement, bah, sa vie n'avait pas été aussi facile que la carte le laissait prétendre. Et l'autre cliente que je vais parler là, c'est elle, pour le coup, c'était vraiment facile. Bah, elle avait tout ce qui lui faisait plaisir, elle avait de l'argent, elle avait sa famille, elle avait un mari qui l'aimait et tout. Et en fait, elle trouvait sa vie vide. Mmh. Elle avait rien qui la motivait, rien qui lui donnait envie d'avancer. Oui, sur le papier, tu vois, elle avait tout ce qu'elle désirait, tout ce qu'elle rêvait. Elle avait, pareil, un groupe d'amis, elle pouvait faire plein de choses. En plus, du coup, elle n'avait pas besoin de travailler, donc elle était juste à Ah faire ses ouais. passions et à s'occuper de ses enfants comme elle en avait envie. Et en même temps, il lui manquait quelque chose, tu vois. Elle avait pas le, je vais pas parler de niaque, tu vois, parce elle s'est rendue compte qu'il y a quelque chose qu'elle voulait plus, en fait, que juste bah, ce plat-là, finalement, parce que c'est bien, mais quand on a tout ce qu'on veut, au final, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On peut effectivement profiter de tout ça, mais elle avait ce besoin de plus. Et effectivement, bah, ici, c'était quand on n'a pas de gros challenges dans notre carte, on va dire, bah, on peut se sentir presque vide parfois. On peut se sentir bah, ok, mais voilà, je fais rien de majeur peut-être, je me sens pas motivée, j'ai pas de vocation ou ce genre de choses. Donc effectivement, dans la consultation, on a essayé de débloquer tout ça et de lui trouver peut-être pas forcément des challenges, mais quelque chose qui pourrait Mmh. faire qu'elle se sente vivante aussi et utiliser tout ça. Parce qu'au final, oui, elle avait tout ça, mais elle n'utilisait même pas les dons qu'il y avait dans sa carte. Si je me souviens bien, je crois qu'il y avait un grand trigone de terre. Et Mmh. au final, les grands trigones, c'est trois trigones ensemble, c'est les signes d'un même élément qui sont reliés. Et ça, c'est pareil, c'est censé être un don. Mais le problème, c'est que avec les aspects bleus, les aspects facilitants, si on ne les utilise pas, si on n'en a pas conscience, tu le disais au tout début, bah, la flemme, on se laisse porter, c'est un peu, bah, oui, c'est facile pour moi, donc je vais pas aller chercher là où je pourrais peut-être être meilleure, parce que les aspects, les grands trigones de terre, par exemple, ça va être des grands planificateurs qui peuvent organiser plein de choses, qui vont être très ancrés dans le moment présent. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on pourrait dire sur un grand trigone de terre en fonction des planètes pareilles qui y sont. Et du coup, bah, elle passait complètement à côté de ses potentiels et de ses capacités qu'elle pourrait utiliser pour rendre sa vie peut-être un peu plus passionnante, même si elle avait déjà une vie très passionnante de l'extérieur. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est ça. Souvent, quand on a des aspects bleus comme ça, n'attire pas notre attention, comme c'est pas quelque chose qui nous pose des difficultés, bah, on laisse de côté, puis on verra quand on aura le temps. Alors que l'idée, c'est justement d'utiliser ces aspects bleus pour justement venir équilibrer tout ça et venir nous aider parfois dans notre challenge. Et puis, bah voilà, nos lumières, elles sont là souvent aussi, hein. Donc, ce serait dommage de les oublier en fait et de les laisser de côté et juste être dans la passivité. Mmh. C'est ça. Non, mais c'est super intéressant et là, pour le coup, c'est, vraiment un cas d'école, pour le coup et ça me faisait penser, tu sais, comment dire? Bon, déjà, il y a le thème, natal, hein, évidemment, mais si, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, «Constance, dans ma synastrie avec, le mec que je viens de rencontrer, il y a du rouge, ou il y a que du rouge, ou il y a un peu de rouge», ça veut dire que, voilà, c'est mort, Généralement évidemment. sur ma lune ou ce genre de choses Voilà. aussi. Donc, est-ce que je dois me mettre avec la personne ou pas? Bon, alors ça on l'a pas trop fait, mais je l'ai vu passer sur Twitter ce genre de choses, mais oui voilà ce truc de il faut absolument que ce soit que bleu en fait, mais en fait tu te rends compte, bah, comme tu l'as dit, que même dans une synastrie, donc une synastrie c'est, j'en ai parlé avec Astro Bistro et avec Shana pour ceux qui veulent savoir ce que c'est vraiment quand on compare le thème de deux personnes, si on peut dire, enfin j'aime pas dire non, c'est pas vraiment comparer, c'est plutôt superposer pour comprendre un peu l'énergie d'une relation. Et voilà, s'il y a que du bleu, bah ça peut donner des relations qui sont très chiantes, on peut le dire. Et j'en connais pas beaucoup en plus, j'en ai jamais vu, mais je sais qu'il y a des astrologues qui en ont vu. C'est très rare, mais du coup c'est pas du tout des relations qui sont qui tendent vers l'évolution, quoi, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc c'est pareil. Ça diffère aussi aux personnes, enfin, puisque en synastrie, il faut aussi regarder les cartes individuellement. Une personne qui sera très cancer, taureau, par exemple, là, ou même saturnienne, peut-être qu'une relation beaucoup plus plan-plan pour des personnes sont peut-être plus intenses ou qui ont besoin d'aventure, par exemple, ça va peut-être effectivement paraître ennuyant de l'extérieur, mais au final, ça peut aussi être quelque chose
convient très bien à ces personnes-là. Enfin, je trouve qu'il faut pas trop non plus mettre de fatalité sur, parce que je reçois beaucoup de questions comme ça. Ah oui, est-ce qu'on est compatible? Mm. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui fait que la relation ne marchera pas? Ou au contraire, et qu'est-ce qui prouve que la relation va bien marcher? Enfin, les relations, même si on sort de l'astrologie, c'est quelque chose qu'il faut travailler, hein. Ça se fait pas comme ça. Faut pas toujours faire des efforts, mais bah, si, il faut faire des compromis. On peut pas non plus toujours voilà, trouver la pièce parfaite qui match avec nous. Et puis, comme Constance le disait, parfois ça peut aussi être pas du tout passionnant, hein. Ça peut être Mm. très ennuyant. Donc voilà. Ouais. Ouais, donc c'est vraiment à prendre au cas par cas et puis bah voilà, encore une fois, c'est toujours ce truc de bah oui, bah les aspects rouges dans un thème, c'est un peu comme le sel, le poivre et les épices dans une recette de cuisine quoi, j'ai envie de dire. Sinon ce serait très très fade et ça manquerait un petit peu de contraste, on va dire. Euh, Dernière question, Johanna, que j'avais en tête pour toi. Oui, Johanna, du coup, si jamais tu devais donner un peu d'amour à un placement ou un aspect difficile, qui dit difficile entre guillemets, est-ce qu'il y a un aspect, voilà, ou un placement difficile que t'aimes particulièrement, toi, qui te tient à cœur, et que tu vois pas forcément d'une manière si difficile que ça ou si négative que ça? T'en as donné beaucoup. Tu nous as parlé des oppositions, des carrés, tout ça. Est-ce que t'as des placements, on va dire, euh, particuliers ou précis que t'aimes ou que t'affectionnes particulièrement, qui sont dits comme difficiles entre guillemets? Bon, alors déjà, j'ai parlé, oui, effectivement, des Técari qui, je pense, voilà, Técari opposition, ça sera toujours mes amours numéro un. Mais c'est vrai qu'après, si on parle plus de placements, moi, j'aime beaucoup aller visiter les placements en maison 8 et en maison 12. Surtout en maison 8 parce que je trouve qu'il y a tellement cette énergie de phénix avec la maison 8, de renaître de ses cendres, voilà, cette idée de volcan. Et puis une fois que bah, tout a explosé, bah, en fait, la terre où il y a le volcan est super fertile. C'est même l'une des terres les plus fertiles. Donc j'aime beaucoup apporter ce point de vue-là aussi à mes clientes quand elles ont, bah, peu importe la planète qui est en 8 en général, si vous regardez dans l'astrologie traditionnelle, ça sera souvent du genre mort imminente, catastrophe, Mort d'un tu ne seras proche. pas en couple, enfin voilà. C'est souvent catastrophique la maison 8, hein, effectivement, parce que c'est cette histoire de mort, mais il ne faut pas prendre la mort comme la mort, allez hop, c'est fini, mais comme un renouveau aussi. Et ça, c'est pareil, même en cartomancie, il y a eu beaucoup d'évolutions sur cette carte-là de la mort, justement, qui avant signifiait mort, allez hop, c'est fini, et maintenant qui signifie plus renouveau. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'aime bien les placements 8, parce que souvent, les personnes qui, bon, j'ai deux types de clientes, les clientes qui connaissent pas du tout l'astrologie, donc du coup c'est bien, elles n'ont pas été influencées par ça, et tant mieux, je peux leur montrer la magie de ces placements-là. Et les personnes qui au contraire ont entendu parler ou ont même déjà fait leur carte et on leur a dit des choses sur ce placement en maison 8 qui est un peu difficile à entendre. Et en fait, souvent les placements en 8 déjà, ça donne des petits dons quand même un petit peu ésotériques, hein. Ça donne un petit côté très witchy sorcière que moi j'affectionne particulièrement. Ce côté un peu chaman dans le sens où quand il y a des placements en 8, c'est quand même cette capacité à aller voir l'ombre, cette capacité à ne pas avoir peur justement de la mort, à pouvoir faire face à ces choses-là, à pouvoir parler des tabous par exemple, à pouvoir affronter ce que d'autres personnes ne peuvent pas le faire. Et je trouve ça génial du coup pour les personnes qui ont des placements en 8 parce que et qu'elles veuillent le faire ou non, mais c'est des personnes qui ont ces capacités-là où personne d'autre qui n'ont pas du coup ce placement-là peuvent le faire. Ou nous, on va peut-être avoir du recul, se dire non, quand même, l'ombre, ça fait peur, quoi. J'ai pas envie de passer une journée dans le noir non plus. Alors que là, il y a vraiment cette capacité à aller chercher, à comprendre aussi toute cette partie-là. Et je trouve que c'est important. En fait, c'est ça aussi en astrologie, hein. Chaque personne va avoir plusieurs missions, un petit peu, plusieurs choses à faire, plusieurs objectifs et buts à atteindre. Et pour que la société fonctionne bien, pour que voilà, le monde fonctionne bien, on a besoin de tous ces types de personnes. Et les personnes qui ont des placements en 8, je trouve qu'elles ont vraiment cette capacité, du coup, à transformer, à vraiment faire de l'alchimie avec tout ça. Et donc, elles sont super essentielles. Et non, ce n'est pas une mort imminente. Au contraire, ça peut donner de très belles capacités de régénération et de renaissance à chaque fois. Et c'est cette idée où, bah, du coup, la personne va peut-être effectivement fonctionner plus en cycle, où ça va peut-être être plus bah, des cycles comme ça qui commencent, qui se terminent, mais pourquoi ce serait mal? En Hmm. fait, j'ai eu beaucoup de choses comme ça où j'ai des personnes qui étaient, bah oui, moi, j'aime bien changer de travail souvent, j'aime bien changer d'endroit souvent. Oui, mais pourquoi
tu ne le fais pas. Si c'est quelque chose qui te plaît, si c'est quelque chose que tu peux faire en plus, ah oui, mais parce que mes parents veulent que j'ai un travail stable, oui, mais parce que c'est pas bien vu de changer de lieu, de changer souvent. Pourquoi aller parfois aussi contre sa nature et contre ce qui nous fait plaisir? Et c'est vraiment ça aussi qu'en astrologie, j'aime bien, c'est essayer de déconstruire les croyances qui nous limitent vraiment, essayer de déconstruire le fait que pourquoi fonctionner en cycle, pourquoi justement cette capacité à mettre fin et à faire mourir des choses, ça pourrait pas être une très belle capacité. Au contraire, la personne, s'embrouille pas avec plein de choses, elle a pas enfin plein de souvenirs peut-être ou de traumas qu'elle va garder, qui vont lui faire, qu'elle va réfléchir très souvent sur ça. Non, il y a cette capacité à se dépouiller et à se libérer qui est magique avec la maison 8. Donc voilà, on Mm, devrait s'autoriser finalement parfois à juste avoir ces dons-là et à les mm. accepter et puis à aller faire ce qui nous fait plaisir, quoi. Ouais. Alors ça me fait plaisir parce que, tu vois, moi j'ai pas tant que ça de personnes qui viennent me voir avec une forte maison 8. Moi c'est plutôt la maison 12 que j'attire pas mal. Et moi je suis une grande amoureuse de la maison 12, c'est ma maison préférée. Donc j'ai pas mal de maisons 12, pas mal de saturniennes, évidemment, comme par hasard. Et moi c'est pareil, la maison 12, je pourrais en parler pendant des heures. C'est une maison qui a été, qui est toujours un peu maltraitée. Et c'est vrai que c'est pas une maison qui est facile par essence, mais c'est une maison qui se vit, je trouve, beaucoup mieux aujourd'hui, par exemple. Et c'est pareil, tu vois, quand on dit que l'astrologie évolue avec le temps, bah, pour moi, je trouve que la maison 12, c'est une des maisons qui vieillit le mieux avec le temps au fil des cycles. Parce que quand avant on disait que la maison 12 c'était la maison de l'exil où on était chassé seul à l'autre bout du monde, bah aujourd'hui il y a des gens qui font ça consciemment et qui ont un éveil spirituel comme par hasard, pendant un cycle de maison 12 ou en révélant des placements de maison 12. Enfin voilà. Et donc la maison 12 aujourd'hui, elle a plus du tout cette connotation forcément d'exilé, comment dire, d'exilé où c'est subi. Ça peut être totalement pris en main et entre autres, hein, parce que c'est vrai que la maison 8, voilà, tu parlais de transformation, de cette capacité de se dépouiller quand il fallait, à la fin de certains cycles, tout ça. Moi, ça me faisait aussi penser que l'axe 2-8, du coup, c'était aussi celui des finances, et que souvent, les gens qui savent bien faire, comment on pourrait dire, bah, être à l'aise, on va dire, avec les finances en général, c'est des gens qui ont des placements en 2 ou en 8, l'investissement, tout ça. Donc, c'est pareil, c'est super intéressant. Et oui, du coup, la maison 12, maison 6, j'en ai beaucoup en consultation. Moi, c'est vraiment mon axe préféré, je crois, en astrologie. Euh, et c'est vraiment celui du service, du soin, et c'est toujours cette dynamique de trouver un équilibre, hein, pas tomber dans le sacrifice. Bon, ça c'est pareil, on pourrait en parler pendant des heures, mais ouais, c'est vrai que c'est des maisons, entre autres, hein, qui sont particulièrement riches et pleines de ressources. Et tu vois, limite, je pourrais parler pendant des heures de la maison 6, maison 12. Autant, par exemple, si je prends une maison comme la maison 7, par exemple, j'aurais peut-être moins de choses à dire dessus spontanément, comme ça. Alors, je parle pas forcément en consultation, mais là, spontanément. Donc, je trouve que les maisons les plus difficiles, c'est aussi celles qui ont le plus de choses à dire, en fait, finalement, dans un sens. Euh, donc un petit peu, voilà ce que j'avais en tête. Mais ouais, sinon j'ai beaucoup de saturniennes aussi personnellement. T'as beaucoup de plutoniennes, toi, plutôt des lunes Pluton, tout ça comme tu disais. Bah moi c'est plus, même sans parler des lunes Pluton, c'est vraiment les thés carrés qui ressortent beaucoup chez moi et puis bah, j'attire énormément, bah moi c'est plus les balances, les vierges, les vénusiennes beaucoup, alors que je suis pas forcément vénusienne de ma part, mais enfin voilà, comme j'ai une problématique sur ces planètes-là forcément, et oui des plutoniennes, enfin plus des scorpionnes que des plutoniennes peut-être. Mais ouais, je retrouve souvent les mêmes signes et c'est pour ça parfois quand je vois un petit Gémeaux, je me dis ah un petit Gémeaux. Ouais. Un petit Gémeaux, ça fait du bien, ça faisait longtemps. Mais ouais, je tourne beaucoup autour des mêmes signes. Les cancers non plus, j'ai pas trop, par exemple. Mais Ah c'est ouais. marrant de voir. En fait. Capricorne aussi, j'ai pas beaucoup de Ah, Capricorne non plus. bah tu vois, ma Tu vois. cliente d'hier, c'était full cancer Capricorne, tu vois. Et à un moment, j'avais que des signes mutables en consultation, mais que ça, que Oui. ça, que ça, que Mais des je trouve que c'est par ascendants. période aussi. Ouais. Il y a une période où je vais avoir, par exemple, que des vierges. Je sais pas pourquoi. Et il y a une période où, bah non, au contraire, ça va être beaucoup plus de feu. J'ai beaucoup de personnes aussi qui manquent de feu ou alors qui ont un lion éteint. Ah ouais. Donc,
intéressant aussi, ouais. Ah, trop drôle. Bah, tu vois, comme quoi c'est passionnant et là, ça peut faire encore l'objet d'un autre épisode. Écoute, Johanna, est-ce que tu as envie de terminer sur une dernière, moi, j'ai pas envie de dire dernière leçon, on va pas exagérer non plus, mais peut-être un dernier message sur les personnes qui ont un peu peur de leur thème ou de certains aspects ou qui, voilà, une astuce pour mieux vivre ou voir la chose, je sais pas, pour terminer un peu cet épisode. Bah, moi, c'est vraiment cette idée qu'en fait, bon, ça va peut-être pas forcément être très positif, mais tout placement peut être catastrophique dans tous les cas, en fonction de ce qu'on en fait. Et tout placement peut être lumineux en fonction de ce qu'on en fait aussi. Dans le sens où rien que le soleil, en fonction de où il est, bah, il va y avoir des côtés moins beaux hein, à chaque signe et des côtés beaux à chaque signe. Et tout est une question d'équilibre à chaque fois. Donc vraiment, plutôt que de paniquer parce qu'on voit du rouge ou parce que Pluton est en 8 ou peu importe où Pluton est en général, on panique de toute façon. Mais c'est vraiment d'essayer de voir les deux côtés de la pièce justement et de pas juste s'attacher au côté sombre, au côté pessimiste, mais aussi voir le côté optimiste et ne pas se laisser enfermer dans tout ça parce que voilà, pour chaque chose, il y aura toujours un côté positif, parfois pas forcément facile à trouver, hein, mais c'est pour ça aussi que les astrologues sont là. C'est pour ça qu'aussi on traduit votre carte pour vous, pour justement vous aider à voir ce que parfois vous n'arrivez pas à voir. J'ai eu beaucoup de clientes aussi qui n'aimaient pas leur signe solaire, tout simplement parce qu'on entend beaucoup de préjugés aussi, on entend beaucoup de choses faciles hein, sur chacun des signes. Et en fait, je trouve que chaque signe est beau à sa façon. Chaque signe a vraiment son potentiel, il a vraiment sa lumière, il a vraiment son don à venir amener dans notre monde. Donc voilà, ce serait dommage de ne pas aimer son signe parce que bah, ça, au final, ça montre aussi un désamour de soi. Et donc vraiment, voilà, aller chercher le côté lumineux de chaque placement parce que ils en ont tous. Ouais, c'est clair. Puis il faut bien se dire qu'on a tous Pluton, on a tous Saturne dans notre thème, on a tous la maison 8, on a tous la maison 12, on On a a... tous les signes aussi, peu importe ce qu'on Ouais, aime ou qu'on n'aime pas. c'est ça. Et bon, même s'il y a quelques rares exceptions, pardon, on a quand même tous des aspects de tension, des aspects, voilà, challengeants, on va dire. Bon, eh ben écoute, Johanna, c'était trop intéressant cette conversation et je pense qu'il va déjà en intéresser plus d'un, c'est sûr, mais surtout en faire peut-être déculpabiliser plus d'un. Dis-nous un petit peu où on peut te retrouver, si tu veux expliquer un petit peu ce que tu proposes comme service, un petit peu dis-nous où on te retrouve. Bah, moi, du coup, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, WM Harmonie. C'est là où je suis la plus active en général. On peut aussi me retrouver sur Twitter de temps en temps. Oui, je vais y faire un tour. Et puis, bah, bien sûr, je propose des consultations parce que moi, je trouve que c'est important d'avoir la personne en face et de pas juste lui donner un compte-rendu écrit et puis débrouille-toi avec parce que bah, justement, on parlait du poids des mots. Donc là, en consultation, on peut parler avec la cliente ou le client. On peut justement orienter aussi un peu plus en fonction des challenges qu'elle va rencontrer parce que bah, des fois, voilà, il y a des aspects qui challenge plus que d'autres à certains moments de la vie. Donc c'est pour ça que je propose des consultations pour vraiment aider à débloquer tout ça, trouver des leviers d'action. Je propose aussi nouvellement des consultations astrologie professionnelle, orientation professionnelle, parce que je trouve que ça aussi c'est pareil, c'est quelque chose qui est un peu trop délaissé finalement en astrologie. Donc là, voilà, pour trouver un peu son orientation, pour savoir comment on peut s'épanouir et ne pas juste subir son travail tout le temps et s'enfermer dans le travail que, bah oui, on a pris comme ça à ce moment-là ou qu'on nous a dit de prendre aussi, où c'était une opportunité à ne pas manquer et plutôt bah, trouver ce qui nous ferait plaisir à nous et oser. Vraiment, c'est ça le message que j'ai envie de transmettre dans mes consultations, c'est oser être soi, vraiment, pleinement et ne plus se cacher derrière des masques. Et sinon, si vous voulez apprendre l'astrologie, bah, j'ai aussi tout un membership où je propose plein d'exercices où c'est vraiment basé sur la pratique. Alors moi, c'est pratique, pratique, pratique à fond. Donc, si vous voulez apprendre l'astrologie en pratiquant, eh bien, on a des exercices, des carnets d'exercices, des mentorats, des questions, des quiz, des jeux, tout ça pour apprendre de façon fun et amusante. Donc voilà, c'est un petit peu mes deux casquettes, l'astrologue et puis la mentor, du coup, de l'autre côté. Eh ben, incroyable, et on aura tout ce qu'il faut chez toi du coup. Et je me demandais d'où ça vient le WM de ton nom. Oui, alors au début, en fait, quand je me suis lancée dans cette aventure, j'ai créé un compte Instagram. C'était plus pour
pour mon cheminement personnel, pour mon éveil spirituel. Et du coup, au début, mon compte s'appelait Wandering Moonlight. Et donc, c'est clair de lune vagabondante, si on traduit un petit peu clairement. Et c'est vrai que ça. Après, j'ai plus vagabondé parce que je me suis trouvée. Donc, du coup, j'ai tout raccourci. Et puis maintenant, je crois que même, je m'étais arrêtée sur le fait que le W, ça voulait plutôt dire wholesome, donc qui veut dire entière. Et pareil, toujours Moonlight, parce que clair de lune, je trouve que la partie cachée, moi j'ai toujours été très attirée par la lune, donc la partie cachée de la lune aussi, tout ce côté un petit peu mystique. D'ailleurs, voilà, ma communauté, c'est une communauté de Moonies que j'ai sur Instagram. Donc voilà, toute cette connexion à la lune, ça reste, mais cette fois-ci, on vagabonde plus et on est entier. Bah, parfait, c'est des très beaux mots pour terminer cet épisode. Eh ben, écoute, Johanna, grand merci pour ton temps, grand merci pour tous tes conseils, je pense qu'ils vont en aider plus d'un. Bah, écoute, je te souhaite un très bon parcours d'astrologue, et puis encore merci pour ta participation. Merci à toi, Constance aussi, j'avais envie de dire merci de m'avoir permis de parler de ces sujets-là aussi parce que je trouve que c'est important de les adresser, surtout au vu des nombreuses questions que je reçois sur ah oui, les aspects difficiles, sur le côté un peu anxiogène de tout ça. Donc ouais, merci de m'avoir laissé de la place aussi sur ton podcast pour qu'on puisse parler de tout ça. Et puis c'était un plaisir de t'avoir rencontré. Bah, grand plaisir, trop cool. Bon, et ben, à plus, salut!